Et mon œil sur l'actualité ce matin, SOS, retard à l'allumage. Et il suffit de parcourir, je ne vais pas vous mentir, la presse dominicale ce matin pour comprendre presque en creux comment l'État tente, je dis bien tente, de gérer la crise agricole. Et surtout ce qu'elle révèle, c'est-à-dire une réaction un peu tardive, fragmentée, parfois déconnectée du vécu réel des éleveurs. Dans Sud-Ouest, par exemple, la ministre de l'Agriculture joue la carte de la proximité, et on y reviendra plus en longueur, notamment dans la revue de presse de Thomas Ranou, après le journal de 9h. Annie Genevard, la ministre, donc, s'y veut rassurante. À l'heure où je vous parle, dit-elle, il n'y a plus aucun foyer actif de la DNC sur le territoire français. Si elle prend la parole, c'est parce qu'il lui semble indispensable de témoigner de la solidarité et de la compassion, car perdre ses bêtes, dit-elle, c'est évidemment un arrachement, une douleur pour l'éleveur, pour sa famille et pour sa communauté. Le ministre, au passage, annonce un accompagnement psychologique renforcé. Elle va mobiliser le maximum de services et elle assure que l'acompte de l'indemnisation sera fait avant le 31 décembre 2025, une compensation pour la perte d'exploitation, et précise même que le projet de loi de finances 2026 prévoit au passage la défiscalisation de toutes ces indemnités. On a envie de dire encore heureux. Sur le papier, tout est là. Dans le Parisien, on comprend mieux les rouages du pouvoir, parce que le Premier ministre est décrit comme attentif, prudent, laissant la ministre en première ligne, tout en gardant le dossier sous surveillance. On apprend que Sébastien Lecornu échange régulièrement avec des agriculteurs, déjeune avec eux lors de ses déplacements, et on apprend surtout que le président de la République aurait été sommé de rester à distance, trop inflammable et trop risqué. Et on le comprend. Puis viennent les voix du terrain. Et là, le décor change. En Haute-Savoie, André Éleveur, par exemple, nous raconte ce matin dans le Parisien que l'épisode est passé pour lui de l'abattage de son troupeau. Ça a été comme une guerre, explique-t-il. On se levait la boule au ventre, on a fait le nécessaire pour endiguer l'épidémie, protéger le reste du cheptel local et français. Pierre-Jean Duchesne, 28 ans, lui, est honnête également dans le Parisien. Il ne comprenait pas l'abattage systématique. Il le dit, c'était un non-sens pour moi d'abattre un troupeau de 90 vaches en bonne santé pour un seul animal malade. Mais il a fini par s'y résoudre. Aujourd'hui, par exemple, dans les Deux-Savoies, 0,5% du cheptel a été abattu cet été, 1700 têtes sur 3500 animaux. C'est donc une vaste campagne de vaccination qui désormais est en train de suivre. Les chiffres sont froids, les souvenirs, eux, ne le sont pas. Parce que dans le journal du dimanche, par exemple, on rencontre Lisa et Fabien. Aucun des deux n'était issu du monde agricole et pourtant ils avaient un rêve, racheter une ferme et là s'endetter à vie pour le faire et bâtir quelque chose. Mais 71 bovins composaient leur premier troupeau. Ils pensaient l'accompagner sur plusieurs générations. Malheureusement, c'est l'abattage qui a gagné leurs vaches, Nana, Petra, Pose, Plume, Davy, des animaux auxquels ils s'étaient attachés, toutes désormais achevées par des injections létales. Aujourd'hui, peuvent-ils recommencer? Pas encore, figurez-vous, parce que la loi l'interdit. 45 jours après le dernier cas détecté dans la zone, interdiction de recomposer le troupeau. Et donc le délai repart à zéro à chaque nouveau foyer aux alentours. Dans l'article du JDD, ils le disent, on est jeunes et on va continuer, disent-ils. Forcément, eux, les agriculteurs, nos éleveurs, ils n'ont pas le choix que de continuer.